Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Berger, qui est président de Vallée Sud Grand Paris et président de l'Alliance des territoires, Monsieur Patrick Braouzek, président de Pleine Commune, Monsieur Michel Lepet, président du Grand Nord Lycène Bièvre, et Monsieur Jacques Martin, président de Paris-Est, Marne et Bois. Merci infiniment. Nous vous recevons, la délégation aux collectivités territoriales vous reçoit dans le cadre d'une série d'auditions que nous faisons sur le Grand Paris. Alors, le sujet n'est pas tout à fait d'actualité puisque normalement il ne devrait pas se passer grand-chose avant les prochaines élections municipales, mais je suis persuadé, et nous sommes persuadés, que le sujet se posera dès l'année prochaine quand même, et qu'il faudra avancer sur notre réflexion, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires, ne serait-ce que pour des raisons d'organisation. Nous avons reçu la métropole du Grand Paris, nous avons reçu la région, nous avons reçu la ville de Paris, nous avons reçu les départements, et donc nous avons le plaisir aujourd'hui de vous recevoir. Ce que je vous propose, avant peut-être de répondre aux questions des députés ici présents, que chacun d'entre vous fasse une introduction peut-être sur sa vision aujourd'hui du Grand Paris. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Quel est notre sujet commun en fait à travers le Grand Paris? C'est peut-être le plus important. Comment est-ce qu'on fait la solidarité entre nous? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les inégalités qui n'ont fait que s'accroître durant des décennies finissent par s'estomper, par se résorber et par faire en sorte qu'on ait un ensemble métropolitain solidaire? Comment est-ce qu'on fait rayonner notre ensemble métropolitain à l'international? Rayonnement sans lequel il n'y a pas de développement, développement sur lequel il n'y a pas de solidarité. Et puis comment est-ce qu'on fait pour trouver une gouvernance efficace et démocratique? Moi je me souviens quand j'étais conseiller régional, il y avait à la région les cartes de Paris à travers les siècles. Et le développement de Paris depuis la petite cacahuète, la petite île, et puis ensuite Paris qui prend un tour de taille, un tour de ceinture par siècle. Quelle est la suite? Est-ce qu'on va continuer à avoir un fonctionnement de rayonnement, un rayonnement concentrique, avec Paris et son banc, Paris et sa banlieue, Paris et ceux qui sont au second rang, ceux qu'on ne veut plus voir, les pauvres, les migrants qu'on rejette dans la banlieue, les SDF qu'on rejette dans la banlieue, ou est-ce qu'on a un fonctionnement beaucoup plus solidaire, et puis qu'on se dit que les talents sont partout, et pas simplement au centre? Et ça, c'est une question de fonctionnement que tous les Français regardent, tous. Parce que le sentiment des Français, c'est déjà qu'il y a une France à deux vitesses, qu'il y a la France, Paris, la région parisienne, Île-de-France, et puis le reste de la France, qu'il y a la France des métropoles et la France des territoires. Et donc, est-ce qu'on montre qu'il est possible, au sein du cœur français, de faire quelque chose d'équilibré, de polycentrique, et pas de concentrique? Ces questions, elles trouvent à s'appliquer dans un contexte où on a, à chaque fois qu'on a voulu avancer, on a complexifié. On a rajouté des couches, on a créé des machins, et on n'a jamais mis en cohérence l'ensemble, et jamais pensé que avancer, ça pouvait être aussi simplifié. Quand on a 5 niveaux d'administration, et je ne parle pas des syndicats, je ne parle pas des établissements publics, de l'État, je ne parle pas des préfectures, des sous-préfectures, des préfectures de région, je ne parle pas de tout ce qui vient s'accumuler encore et encore. Comment est-ce qu'on peut être proche des gens? Comment est-ce qu'on peut faire la politique sur laquelle nous attendent nos concitoyens? Il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque les maires se sont prononcés, ils ont voté, et ils ont voté à 94% contre l'organisation qui finalement était en train d'être retenue. Et lorsqu'on leur demande où est-ce que vous souhaitez
que les ressources qui sont dans un univers économiquement contraint, où est-ce que vous souhaitez que les ressources soient affectées? Dans les intercommunalités de proximité ou dans la MGP actuellement? 122 maires sur 130 disent maintien des ressources dans les intercommunalités de proximité, dans les blocs communaux, parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors ensuite, il y a déjà de gros progrès qui ont été faits. Il faut rappeler que nos collectivités, les établissements publics territoriaux, ne sont en fait que des EPCI de droit commun qui se sont vus affecter des spécificités qui n'existent pas. Nous ne sommes pas différents des autres. Nous avons le même fonctionnement qu'ailleurs. Par contre, nous avons des contraintes absurdes qui nous ont été posées. Ces établissements publics territoriaux, ils sont plus gros que la plupart des départements français. Ils sont plus gros que la plupart des métropoles françaises. Ils sont issus parfois de fusions d'anciennes intercommunalités, comme beaucoup d'intercommunalités aujourd'hui, puisque le nombre de PCI a, sur les 10 dernières années, été divisé par 2. Donc nous sommes comme les autres et ne nous demandons pas autre chose. Nous demandons le droit commun. Alors quelles sont les solutions concrètes que nous proposons? D'abord, celle de supprimer ce statut absurde et exorbitant du droit commun d'établissement public territorial et de redevenir EPCI à fiscalité propre de droit commun. Deuxièmement, de faire ce que nous faisons déjà spontanément ensemble, de pouvoir continuer à travailler ensemble. Nous avons constitué l'Alliance des territoires pour donner corps au travail que nous exercions déjà ensemble. Mais nous pensons qu'il est possible d'aller encore plus loin. Notre objectif ce matin, c'est de vous proposer une méthode pour débloquer la métropole, débloquer le Grand Paris et avancer. Mais avancer pas en complexifiant, avancer en simplifiant. Et nous n'avons pas besoin d'un niveau de collectivité propre, qui n'est pas et qui ne sera jamais une intercommunalité. La MGP à 131 communes n'est pas et ne sera jamais une intercommunalité de maires. Il y a à peine une moitié de maires sur les élus métropolitains, très peu des présidents de groupe qui sont en fait les personnes qui prennent les vraies décisions sont des maires. Et le fonctionnement n'est pas un fonctionnement intercommunal géographique, où chacun tient compte des spécificités de ses voisins, comme nous le faisons nous dans les intercommunalités de proximité, mais une intercommunalité politique, où ce sont des groupes politiques qui se positionnent les uns contre les autres. Cette solution que nous proposons, elle permet de régler beaucoup des problèmes actuels. D'abord, le fonctionnement en triangle, où les territoires et la MGP sont en concurrence vis-à-vis des communes. Ce n'est pas un fonctionnement en ligne. Nous proposons de remettre ce fonctionnement en ligne. Les élus des villes sont les mêmes que ceux qui siègent au territoire et sont les mêmes que ceux qui siègent à la métropole. Et nous mettons fin à une absurdité de concurrence et de schizophrénie entre les collectivités. Deuxièmement, nous réglons le problème financier qui s'est posé à travers le PLF 2019 et qui se reposera inévitablement dans un an. Nous permettons à l'État de faire une économie immédiate. C'est rare d'avoir des auditions dans lesquelles on ne demande pas d'argent, mais dans lesquelles on propose à l'État de faire une économie. L'État a mis 80 millions d'euros dans la dotation de la MGP au départ. Il a l'opportunité, en passant sur le mode fédération de blocs communaux que nous proposons, de récupérer immédiatement ces 80 millions. Nous réglons le problème de visibilité et de durabilité financière, parce qu'en redevenant des EPCI à fiscalité propre, les intercommunalités que nous sommes récupèrent la maîtrise de leur destin et ont la capacité de lever l'impôt. Et surtout,
nous mettons un terme à quelque chose de très grave qui est inscrit aujourd'hui dans la suite de l'histoire, si nous ne la changeons pas, c'est la rupture du lien entre le PLU, le PLUI, et la dynamique économique. Je m'explique. Nous avons perdu la dynamique de CVAE. Et nous venons de la perdre pour un an complètement. Avant, il y avait un retour à meilleure fortune de quelques pourcents, quelques miettes qui nous étaient restituées. Cette année, ça sera 0. Et si nous ne changeons rien à l'histoire, nous allons également perdre la dynamique de CFE. Mettez-vous à notre place, nous qui élaborons les PLUI. Comment est-ce qu'on va expliquer à nos maires qu'il faut construire des bureaux, qu'il faut construire des usines, mais que ces contraintes supplémentaires rapporteront 0 € au bloc communal. 0. Et que nous ne verrons jamais la queue du moindre centime de cet accueil d'entreprises et d'activités nouvelles. Il est fondamental, si nous voulons qu'il y ait de la croissance dans notre pays, parce qu'on sait que la croissance du pays, c'est en premier lieu la croissance du bloc métropolitain parisien, de conserver ce lien entre ceux qui font les PLU et ceux qui reçoivent le fruit de l'accueil de ces activités. Donc nous proposons, dans ce fonctionnement de fédération de blocs communaux, de mettre dans le pot commun la moitié de la dynamique de CVAE et la moitié de la dynamique de CFE, pour partager très équitablement l'accueil des nouvelles activités entre ceux qui accueillent sur leur sol et la solidarité entre l'ensemble des territoires. Nous ne proposons pas un partage entre CVAE d'un côté et CFE de l'autre, nous proposons de partager ces deux impôts pour mettre suffisamment d'argent dans le pot commun et en même temps que les territoires dans leur PLUI soient suffisamment incités à créer de l'emploi et de l'activité. Et puis surtout, il y a un intérêt énorme à se baser sur les blocs communaux, c'est que nous avons déjà les compétences qui permettent de réparer les inégalités. La politique de la ville, l'aménagement, l'emploi, les transports, toutes ces compétences, elles ne sont pas à la métropole. Elles sont dans les territoires. Et donc ce bloc métropolitain nouveau que nous proposons de constituer, il dispose des outils pour réparer ces inégalités. Les opérations en rue, elles sont toutes dans les établissements publics territoriaux, toutes. Les opérations d'aménagement, il y en a 150, il y en a 2 à la MGP, 2. Toutes les autres, sans exception, sont dans nos territoires. Donc, très concrètement parlant, si vous voulez demain qu'il n'y ait plus ces différences que nous connaissons aujourd'hui, il faut donner le pouvoir et l'argent aux collectivités qui ont le pouvoir de les réparer. Et tout le monde voit bien ici qu'il est impossible d'avoir une collectivité qui prétend avoir un niveau stratégique de schéma et de lui demander d'être dans la même proximité que le sont les maires dans les blocs communaux. Et puis, il y a un point qui est peut-être assez important aussi, c'est la question du mode de scrutin. Comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose de démocratique ? Nous sommes convaincus qu'il faut absolument que le mode de désignation des intercommunalités reste profondément lié à celui des villes. Parce que d'ailleurs, sinon, on n'est plus dans l'intercommunalité, mais on est dans la supracommunalité. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'intercommunalité soit d'une majorité totalement différente des communes qui le composent ? On reviendrait à ne plus avoir de coopération intercommunale, mais à avoir un outil contre les communes qui sont censées le composer. Donc nous proposons d'être sur le système de fléchage classique qui est une expression du suffrage universel direct,
les conseillers municipaux, un certain nombre d'entre eux sont fléchés comme étant les conseillers intercommunaux, conseillers communautaires, comme dans tous les EPCI qui avaient été par exemple désignés en 2014. Et puis, les présidents de territoire, une fois désignés par les conseillers territoriaux, se mettent autour de la table, comme nous le faisons déjà, pour élaborer les politiques communes de solidarité et de développement. Voilà quelques-uns des points majeurs qui nous paraissent devoir retenir votre attention et faire l'objet de modifications législatives dès l'année 2019. Parce que dans votre introduction, vous l'avez rappelé, la simplification drastique qui nous était annoncée au départ par le président de la République n'a pas trouvé de traduction concrète dans l'immédiat. Et donc nous espérons vivement que quelque chose se passe. Parce que, par exemple, ce mode de scrutin par fléchage, il est urgent de le rétablir d'ici à l'élection de 2020. Il est impératif de le rétablir. Parce que ça veut dire que sinon, vous allez avoir des établissements publics territoriaux qui seront déjà des organes déconcentrés de la métropole. Et cette vision de centralisation totale des compétences et des moyens, pour ensuite les restituer en tout ou partie aux établissements publics territoriaux, elle est contraire, à ce principe démocratique de proximité. Elle est contraire au principe de subsidiarité, qui veut qu'on ne fait qu'au niveau supérieur que ce qu'on est capable de faire mieux ou moins cher. Or, cette subsidiarité, non seulement n'a pas été démontrée, mais même on a même démontré le contraire. Et troisièmement, elle pose une vision supracommunale et totalement concentrique. Et on revient au point de départ historique. Est-ce qu'on veut continuer à avoir quelque chose qui prétend rayonner, ou une métropole polycentrique, forte de la diversité de ses territoires? Parce que oui, quand on a le Stade de France, quand on a d'autres équipements culturels, la scène musicale, des pôles de développement économique, on a des différences et on ne gère pas de la même façon Clamart, Saint-Denis, Créteil, les Lilas, etc. Voilà. Monsieur Merci. le Président, merci beaucoup. Monsieur Braouzek. Ça marche, oui. Merci et merci de me permettre cette audition. Alors, comme vous l'avez souligné, vous avez reçu toutes les strates. Et je suis absolument convaincu que toutes les strates ont défendu leur propre strate en disant qu'elles étaient absolument nécessaires. Et on ne va pas faire autrement. Juste peut-être, moi, pour vous rappeler comment on a construit ce territoire, cette intercommunalité de pleine commune. Alors, pour ceux qui ne sont pas de cette région Île-de-France, ne connaissent pas forcément pleine commune, c'est 9 villes du nord de Paris, territoire le plus pauvre de France, si on prend comme critère le revenu fiscal par habitant, mis à part quelques villes du nord de la France. Territoire qui a été marqué par l'industrialisation, donc c'est des villes ouvrières, et puis marqué à partir du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80 par la désindustrialisation et la perte de dizaines de milliers d'emplois. Ce qui fait qu'au milieu des années 80, on a pris le taureau par les cornes et on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut penser autrement le devenir de notre territoire. C'était le cas au travers d'un premier syndicat intercommunal en 1985, Saint-Denis, Aubervilliers et Saint-Ouen, qui a commencé à travailler sur ce que pourrait être le devenir de ce territoire. Et puis, avec l'histoire du Stade de France, l'idée d'une charte d'aménagement et de développement partagée par les 10 villes de l'arrondissement de Saint-Denis, Pantin qui était avec nous est parti ensuite à l'Est ensemble, pour produire cette charte, la faire valider par les conseils municipaux. Et c'est à partir de là qu'on a construit cette intercommunalité qui, dès le départ, a voulu être une coopérative de ville. Ce qui signifie que l'intercommunauté ne pouvait pas prendre une décision contraire à l'avis du bureau municipal majoritaire ou du conseil municipal de la ville concernée. Ce qui nous a donné beaucoup de force, ce qui nous a donné la possibilité de travailler ensemble sur les projets, sur les visions du territoire, sur les perspectives, et qui nous a permis de reconquérir beaucoup d'emplois, puisqu'on a gagné plus d'emplois qu'on en avait perdu dans les 20 ans que j'évoquais tout à l'heure.
Aujourd'hui, on a plus de 200 000 emplois sur ce territoire. On a des villes qui croissent au niveau de leur population de manière importante. Si je rappelle toute cette histoire, c'est parce que je suis absolument convaincu que l'intercommunalité ne peut se faire qu'à cette échelle, à une échelle de proximité, une échelle entre 400 et 600 000 habitants. Et qu'une intercommunalité à 131 communes, en plus avec des disparités allant de 2 200 000 habitants à 6 ou 7 000 habitants pour certaines d'entre elles, n'a pas de sens. Et pour appuyer ce que vient de dire Jean Didier, je suis absolument convaincu aussi que c'est par un mouvement ascendant qu'on construit la métropole. Il a rappelé le polycentrisme. J'ai été un des premiers artisans à défendre cette idée de polycentrisme et d'arrêter le développement radioconcentrique d'un Grand Paris qui rejetterait toujours plus loin les populations les plus en difficulté ou les plus modestes. J'ajouterais aussi, pour ne pas être trop long, j'ajouterais aussi que pour nous, le travail qu'on a mené en tant qu'EPCI, donc quand on était encore EPCI, nous a permis de travailler avec tous les territoires frontaliers, les territoires du Val d'Oise, des territoires des Hauts-de-Seine, les villes des Hauts-de-Seine qui n'étaient pas regroupées en agglomération, mais qui étaient isolées. Mais on a réussi à travailler et créer des ententes avec soit des agglomérations du Val d'Oise, soit avec ces villes des Hauts-de-Seine, autour de projets partagés. J'insiste là-dessus parce que ça permet aussi de limiter l'effet frontière qu'il peut exister aujourd'hui entre cette métropole du Grand Paris et la deuxième couronne. J'ai d'ailleurs beaucoup œuvré pour qu'on arrête de parler de première couronne et de deuxième couronne, et qu'on conçoive effectivement cette métropole du Grand Paris comme une grande mosaïque ou un grand puzzle, en tout cas avec des articulations et qui permettent aussi de la fluidité, qui permettent de la perméabilité, qui permettent que sur un certain nombre de projets, on dépasse ces limites institutionnelles. Et quand on a travaillé par exemple avec des agglomérations du Val d'Oise autour de l'arrivée du T11 sur le nord de notre territoire, on l'a fait dans le cadre d'une entente sur un projet urbain et économique partagé avec ces agglomérations du Val d'Oise. Ce qui a donné une dynamique nouvelle aussi. Ce que je crains, si on en restait à cette métropole telle qu'elle est aujourd'hui, je ne reviens pas sur tous les aspects qu'a souligné Jean Didier, notamment en termes de fiscalité, mais si on en restait à cette métropole, on recréerait effectivement une rupture entre le grand centre et ceux qui seraient considérés comme étant encore à l'extérieur. Et quels que soient les avis qu'on peut avoir les uns et les autres ici sur le mouvement des Gilets jaunes, on doit quand même avoir en tête qu'il y a profondément dans ce mouvement l'idée qu'il y a des gens qui comptent moins que les autres. C'est pour ça qu'on est attaché aussi au polycentrisme. À partir du moment où on appartient à une centralité, à partir du moment où le territoire dans lequel on est compte, eh bien on compte aussi. Et ça c'est l'expérience, je terminerai par là, c'est l'expérience du Grand Stade qui m'a amené à cette idée-là. Quand pour la première fois, parce que jusqu'à présent les banlieues étaient les communs ou les commodités de Paris, mais quand pour la première fois on construit, oui c'était comme ça, à Saint-Denis on avait les pavés de la ville de Paris, ça nous a servi en 68, mais après bon, ça a été moins valorisant. Non, avant on avait le dépôt, Et de la ville d'Aubervilliers, tous les matins partent les bennes ordures de la ville de Paris, du centre à la ville d'Aubervilliers, il faut l'avoir en tête. Et donc pour la première fois, on disait à ces populations, vous êtes dignes d'accueillir un équipement majeur, à vocation internationale. Et quelle que soit la situation personnelle des gens qui habitaient sur ce territoire, il y a eu un regain d'estime de soi, de dignité, de respect retrouvé. Et ça compte énormément. Et moi, je suis absolument convaincu que c'est à partir de ces intercommunalités de proximité qu'on construira une métropole. On a un débat sur attractif ou pas. Moi, là aussi, je m'interroge sur l'attractivité. Peut-être arrêter aussi avec des métropoles qui se développent et qui continuent à créer le désert français. Conféré, ce que je viens de dire par rapport au mouvement des Gilets jaunes. On a donc intérêt à avoir des
métropole dynamique, rayonnante, qui crée des liens avec le périurbain et avec le rural, et qui permettent, notamment à l'ère du numérique, de nouvelles coopérations, de nouvelles dynamiques. C'est ça qu'on a inventé ensemble. Ce dont je suis persuadé, ce n'est pas qu'avec une intercommunalité métropole de 7 millions d'habitants qu'on réglera ces questions-là et qu'on construira l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Prêtre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs. Alors peut-être, puisque je partage totalement les propos qui ont été tenus par Jean Didier et illustrés par Patrick Braouzek, je voudrais un peu illustrer notre territoire, le Grand Orly-Seine-Bièvre, qui a plusieurs particularités. D'abord, la première, c'est que c'est un territoire totalement neuf, puisque sa création s'appuie sur 3 intercommunalités historiques, sur 2 morceaux de département, le Val-de-Marne et l'Essonne, sur 24 communes et sur des 6 communes qui n'étaient pas engagées dans une intercommunalité quelconque. Alors je me permets ces quelques détours et quelques chiffres pour qu'on comprenne bien la réalité et la difficulté objective que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est 1630 agents à peu près qui s'occupent de voirie, de déchets, de développement économique, de politique de la ville, de l'habitat, de l'aménagement, de l'équipement, etc., etc. Je fais un inventaire volontiers pour montrer que nous sommes déjà très concernés par, malgré tout, malgré cette construction neuve, puisque nous avons été conçus le 1er janvier 2016, malgré cette jeunesse, nous sommes déjà à pied d'œuvre sur nombre de compétences et sur nombre de réalités. Pour une part, nous en avons récupéré des anciennes agglomérations, puisqu'il y en avait deux qui avaient beaucoup transféré, et une agglomération qui était essentiellement stratégique, et puis des compétences nouvelles qui s'élargissent. Alors, je dois vous dire que quand on regarde la création, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui du fait que nous avons une difficulté objective, parce qu'on peut s'interroger sur notre périmètre, on peut s'interroger sur la difficulté à être transdépartementale, mais après, il y a des réalités qu'il faut regarder de face. Moi, je n'ai pas des réponses toutes faites. Je sais qu'aujourd'hui, je suis à pied d'œuvre pour gérer un outil tel qu'il a été constitué par la loi, et après, peut-être ça bougera, mais en tout cas, il faut assumer aujourd'hui. Et pour assumer aujourd'hui une réalité simple, quand vous avez un aéroport qui est à cheval sur 2 départements, eh bien, il faut le gérer de la même manière qu'on soit dans l'Essonne ou dans le Val-de-Marne. Mais surtout, c'est les 8 communes qui l'entourent et qui font que c'est un objet nécessairement territorial et qui a des enjeux extrêmement lourds. On vient de positionner notre siège administratif à cheval entre les 2 départements. C'est aujourd'hui 360 agents que nous avons regroupés pour pouvoir fonctionner. Tout ça, on l'a fait en 2 ans et demi, à peine, voire un petit peu plus, pour pouvoir travailler correctement. Deuxième aspect que je veux souligner sur le fond, c'est que nous sommes un territoire populaire. Un territoire populaire qui souffre des difficultés qu'évoquait Patrick Braouzek et de la même manière, 14,4% de chômage. C'est plus sur le territoire lui-même que dans l'Essonne ou dans le Val-de-Marne. C'est le taux de chômage le plus élevé de la métropole. C'est aujourd'hui 31 quartiers en politique de la ville. C'est aujourd'hui 11 programmes de renouvellement urbain, 2e génération, et il en reste encore une dizaine d'autres qui sont de la 1re génération. C'est une réalité. C'est aussi, pardonnez-moi, parce qu'un petit détail, c'est que c'est aussi une commune de 93 000 habitants et une commune de 5 000. Ça vous donne aussi la diversité de cet agglomérat. Alors, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit de quoi ? Aujourd'hui, le territoire s'est fixé comme objectif prioritaire, au-delà de la vie des compétences qu'il a fallu transférer, c'est fixé comme objectif prioritaire le développement économique, l'emploi et la formation. Nous avons 3 millions de mètres carrés disponibles sur notre territoire pour demain développer de l'activité, qu'elle soit tertiaire, mais qu'elle soit aussi productif industriel. Le Premier ministre a annoncé les 124 territoires retenus comme étant des territoires à vocation de production industrielle. Nous sommes le seul territoire de la métropole parisienne qui est retenu dans ce cadre-là. Parce que nous avons travaillé avec les chambres de commerce et d'industrie, parce que nous avons travaillé avec tous les acteurs du développement économique,
parce que nous avons travaillé avec ADP, avec le mine de Rungis, parce que nous avons travaillé toutes ces questions avec les acteurs. Juste une page de pub, si vous me permettez. Cet après-midi, nous avons les 2e assises du territoire sur le développement économique. Il y a 300 personnalités qui vont participer à ces assises cet après-midi de toute réalité économique. Et voilà. Et nous en faisons, nous avons une feuille de route, et cet après-midi, on va faire le point d'étape de cette feuille de route, parce que nous croyons fermement que si on veut faire bouger les choses au niveau des défis auxquels nous avons à relever, il faut s'en occuper. Alors s'en occuper, est-ce que cette réalité peut être gérée à l'échelle métropolitaine ? On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être le cas. Ça ne peut pas être le cas, ce n'est pas une critique sur ce qui ne se ferait pas. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de construire, en phase de progresser, en phase de faire avancer les choses. Les acteurs économiques se tournent vers nous, en premier les chambres, en nous disant « Nous avons besoin que le territoire fonctionne de manière efficiente et efficace parce que c'est le seul endroit où on peut gérer, on peut rassembler et on peut travailler ensemble. » C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous voulons faire de manière encore plus importante. Dernier aspect que je veux souligner, c'est sur le fait que nous sommes sur un territoire qui, certes, j'entends et je participe, et certaines communes du territoire participent à Inventons la métropole sur le fait qu'aujourd'hui, c'est des enjeux de développement, d'emploi, d'habitat, de développement économique. Ok, j'ai ici une liste, j'ai plus de 50 opérations sur le territoire qui, avant d'être Inventons la métropole, étaient aujourd'hui des objets de développement, qui étaient des ZAC, des zones d'aménagement, avec des ZAC très importantes. J'ai évoqué l'aéroport d'Orly, j'évoque le mine de Rungis, vous avez Cancer Campus, vous avez la ZAC des Ardouanes que le secrétaire d'État, ministre maintenant, monsieur de Normandie, est venu inaugurer la perspective d'une traversée des voies ferrées. On voit bien qu'il y a quelque chose dans ce territoire qui aujourd'hui montre l'efficacité. Et je partage ce qui a été dit par Jean Didier de manière aussi simple que ça. C'est on veut réussir une métropole, il faut régler les questions sociales importantes qui existent. La problématique de l'emploi, c'est incontournable. Si on ne s'en occupe pas, la métropole sera peut-être à l'image de certaines métropoles qu'on connaît dans le monde, c'est-à-dire d'un côté les riches et de l'autre côté les pauvres. Je ne pense pas que ce soit dans les objectifs de la politique gouvernementale, je ne l'espère pas en tout cas. Le deuxième aspect, c'est la question du logement. Vous êtes dans un territoire aujourd'hui métropolitain, il y a 480 000 demandeurs, j'en ai 10% sur le territoire que je préside de ces demandeurs de logement. Il faut bien régler ces problèmes. C'est ce qu'on fait avec nos ZAC, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos ZAC, mais ne nous coupons pas les ailes en faisant comme cette année. On a passé 3 mois à batailler pour récupérer notre dotation d'intercommunalité. Pour mon territoire, c'était 13,5 millions de dotations qui passaient à la trappe dans le cadre de la loi NOTRe, tout simplement, qui se mettait en œuvre sans nous donner la moindre porte de sortie. Et notre revendication collective, notre bataille collective a permis, heureusement, mais la question se repose pour 2020. Comment je peux construire un projet? Comment je peux, avec les 24 maires du territoire, construire un projet si aujourd'hui je n'ai... Mais d'ailleurs, des élus du territoire me le disent, on est dans l'incertitude. Donc donnez-nous des certitudes, qu'on nous donne des certitudes, quelles qu'elles soient, quel que soit le périmètre, sur la manière dont on va construire ce territoire. Très bien. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Martin. Alors peut-être pas trop long, parce qu'il faut aussi un peu de questions pour le débat. C'est le dernier qui doit. Oui. Je suis la voiture balai. Non, ce que je ne serai pas trop long, sachez-le. Parce que la démonstration que nous souhaitons aussi faire aujourd'hui, c'est bien de vous montrer que nous travaillons ensemble, malgré les difficultés que nous rencontrons sur nos territoires, dans nos villes, et malgré ce que l'on pourrait appeler nos différences. Ce qui n'est pas vrai, puisque nos différences nous permettent de faire une approche globale un peu plus objective et un peu plus efficace. Donc ce que je voulais, c'est rebondir sur ce que vient de dire Michel Leprêtre. La DSIT, la dotation d'intercommunalité, ce sont des outils pour nous de proximité. En fait, ils nous permettent de mettre en œuvre des politiques de proximité dans les communes qui composent nos territoires. Et je vais vous donner un exemple, justement,
de la force de ces intercommunalités voulues, c'est la dotation d'intercommunalité. Le territoire que je préside, c'est 500 000 habitants, 13 communes, à l'est de Paris, avec toujours au-dessus de la tête, je dirais, un complexe d'être à l'est, c'est-à-dire en fait de loger ceux qui travaillent à l'ouest, au sud, au nord, ce qui est un mauvais complexe parce que les inégalités territoriales, elles sont dispersées sur toute la métropole. Plus ou moins fortes, dans tous les cas, les différences, elles existent partout. Mais ce que je veux dire, c'est que ce territoire est issu de 2 intercommunalités, enfin une communauté de communes et une communauté d'agglomération. Et la dotation d'intercommunalité, nous la partageons. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas traitée en silo. C'est-à-dire que naturellement, nous l'avons partagée. La DSIT, si demain elle ne nous est pas attribuée, eh bien ce sont des investissements qui seront en panne. Autrement dit, aujourd'hui, nous savons déjà que quand on se met autour d'une table à 13 maires, de couleurs politiques totalement différentes, à certains moments, on dirait qu'à la limite, on pourrait s'opposer, eh bien, vous ne verrez pas de différence entre les maires qui siègent au bureau des maires du territoire que j'ai l'honneur de présider. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est que l'objectif que nous poursuivons, il est très simple. C'est que nous considérons ce qui a été dit tout à l'heure, et c'est pour cela que être le dernier, c'est facile et c'est difficile. Nous avons aujourd'hui la certitude que la cohésion sociale, que la fabrique de l'avenir des composantes de la métropole passe par la commune et son intercommunalité. Nous ne pouvons pas imaginer qu'on puisse continuer comme cela est le cas actuellement, et j'en parle d'autant plus en connaissance de cause que j'ai la responsabilité au sein de la métropole, j'ai la présidence du projet métropolitain. Alors, je suis bien impliqué dedans. Je dis bien, la métropole aujourd'hui telle qu'elle est conçue par la loi NOTRe, c'est une politique de guichet qui peut être mise en œuvre. C'est une politique qui est de saupoudrage qui peut être mise en œuvre, mais pas une politique dynamique et qui aurait pour vocation à créer de l'emploi et surtout à créer ce qui manque dans ce grand ensemble urbain, qui est celui de traiter les flux et faire en sorte que la dynamique collective prime sur la dynamique individuelle. Et ce que je voudrais dire, on pourrait dire que le territoire que je préside est un territoire de riches. C'est vrai, Vincennes, Fontenay, etc. C'est vrai. Toujours le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un. Non, mais justement. Mais au sein de ce territoire, nous avons d'abord, au titre de la politique de la ville, plus de 30 000 personnes qui sont concernées. Nous avons actuellement 5 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et ce qui est aussi une démonstration que je tiens à bien souligner, c'est que la politique de la ville, elle est supportée par les 13 communes. Les 13 communes. Et je peux vous dire qu'il y a 2 ans, 3 ans, personne ne pouvait s'attendre à ce que des villes qui ont une fiscalité, disons, des recettes de fiscalité supérieures à celles de beaucoup de communes du département du Val-de-Marne, eh bien, nous partageons. Nous partageons, et l'avantage de ce qui se passe actuellement, c'est que le bloc communal démontre bien dans son fonctionnement, bien sûr, on recherche en permanence les consensus, mais il démontre réellement que les coopératives de ville sont des éléments de structuration des territoires qui dépassent les logiques administratives. Et la preuve, c'est que cette métropole, elle a oublié cela. Elle a oublié les logiques territoriales et elle a privilégié les logiques administratives. Je prends l'exemple que nous avons tous en tête, c'est que est-ce qu'il y aurait vraiment une frontière entre la métropole du Grand Paris et la Seine-et-Marne? Est-ce qu'il y aurait une frontière entre les départements dits de Grande Couronne et les villes de la Petite Couronne? En ce qui me concerne, le territoire que
que j'anime, c'est Marne-la-Vallée fait partie de notre vie quotidienne. Et c'est en Seine-et-Marne. Et c'est dans le T9. Eh bien, entre le T9 et le T10, eh bien, on travaille ensemble sur les limites. Avec la Seine-et-Marne, nous essayons de travailler ensemble. Et le statut d'EPCI, droit commun dont parlait Jean-Didier Berger tout à l'heure, est un élément structurant futur. Parce que si nous avons demain le même statut que les autres intercommunalités d'Île-de-France, nous faisons exploser cette limite potentielle, puisque tout autre territoire qui aurait une vocation métropolitaine pourrait tout à fait être avec les territoires qui se disent métropolitains. Parce qu'il n'y aurait plus de problème au plan du statut de chacun d'entre nous. Et pour créer cette dynamique métropolitaine, pour faire en sorte qu'elle dépasse les limites voulues par la loi NOTRe, il faut que nous ayons tous le même statut pour pouvoir discuter d'égal à égal. Et c'est ce que je voulais terminer par cela, en vous disant aussi un petit point tout simple, c'est que on aura toujours, de toute façon, un problème de positionnement par rapport à la ville de Paris. C'est logique, c'est la capitale, et c'est logique parce que l'histoire de Paris fait que son rayonnement disons, même en ne faisant rien, il y a un rayonnement international qui existe. Mais nous avons essayé de négocier et de travailler sur un élément simple. La centralité, les potentiels centraux sont passés aussi, sont partagés avec les communes de la périphérie de Paris. La dynamique économique est forcément partagée. Et dans un système de fédération, chacun peut trouver sa place et chacun peut développer ses particularités et la diversité peut être admise pour créer le dynamisme du polycentrisme qui, à notre avis, est le seul qui permettra de lutter contre les inégalités territoriales et les inégalités sociales. En fait, ce pourquoi nous travaillons, c'est pour améliorer la vie de nos concitoyens au quotidien et c'est pour essayer de réduire les inégalités sociales et territoriales qui seront amplifiées si on continue sur les bases de la loi NOTRe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment demander à mes chers collègues d'avoir des questions le plus courtes possible pour qu'on entende des réponses. Monsieur Giretti. Bonjour. Merci Jean-René. 2 remarques, 4 questions très rapides et très courtes. 2 remarques. La première sur ce que vous avez dit, rendre à vos EPT le droit commun. Moi, je vais juste prendre un aparté. Je pense que c'est pas possible que ça soit du droit commun comme dans les autres territoires. Non pas, je parle sur la partie juridique, mais sur le fond. Les EPCI qui ont été créés dans les autres territoires, hors Paris, il y a un volet urbain avec un centre fort et puis des espaces territoriaux ruraux dans les dernières formules. Et donc, vous ne pouvez pas être dans le même cas puisqu'il y a des EPT, vous, qui sont très urbains et qu'urbains et d'autres EPT qui sont un peu plus larges. Je pense que vous êtes sur un droit particulier de la métropole du Grand Paris. C'est une remarque parce qu'on ne travaille pas que sur le bassin de vie, on travaille sur plusieurs bassins de vie probablement. Et donc la notion est différente que dans les autres territoires métropolitains. Le deuxième, sur le flux financier. Alors, on connaît bien le sujet, je ne vais pas en évoquer beaucoup. Il y a juste un mot, quand on me parle d'incertitude, quand on n'a pas la dotation en interco, je dirais juste, je suis d'accord, il y a toujours de l'incertitude en flux financier, hein, ça fait partie du rôle des budgétaires, mais c'est que 5% de la dotation intercommunale sur la recette réelle de fonctionnement pour l'ensemble des EPT. Donc 5%, c'est pas non plus une incertitude au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que quand on a eu les baisses de DGF, je vous rassure, la perte était beaucoup plus importante pour certaines intercommunalités hors Paris. Donc je pense qu'en parlant d'incertitude, 5% des RFF, recettes réelles de fonctionnement, ça reste acceptable, même si je suis d'accord avec vous, il faut sortir de cette incertitude. 4 questions. La première, vous n'avez pas parlé des départements, j'aimerais savoir quelle place vous envoyez. La deuxième, est-ce que les communes nouvelles peuvent être un outil dans la zone urbaine qui est très peu utilisé à Paris, alors que c'est utilisé dans les autres territoires français. La quatrième,
Non, pardon. La troisième, vous avez parlé d'une réforme très dure, peut-être directe de la métropole du Grand Paris. Beaucoup d'autres interlocuteurs parlent de réforme à petit et pas à pas, parce qu'on a vu que que ce soit la loi NOTRe plus la loi MAPTAM, ont été justement une erreur peut-être politique de le faire de cette façon-là. Et enfin, la dernière, vous n'en avez pas trop parlé. Et moi, je pense que c'est important. Vous n'avez pas parlé de la mobilité, ou très peu. Est-ce que vous pouvez m'en dire 3 mots? Voilà, merci. Merci. Monsieur Reda. Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les Présidents de territoire pour cet exposé très complet de la situation des EPT et pour être à la fois conseiller territorial et conseiller métropolitain et avoir participé à cette aberration institutionnelle qu'est le Grand Paris. À vos côtés, je sais la complexité qui est la vôtre aujourd'hui de maintenir les libertés communales, la démocratie de proximité dans un ensemble aussi vaste et technocratique. J'allais dire centralisateur parce que cet empilement de strates en Ile-de-France depuis 3 ans, il profite à l'État, il profite certainement à Bercy, il profite en aucun cas au territoire. Nous avons une métropole du Grand Paris qui boit la tasse, et quand on boit la tasse, on invoque Boileau, et Boileau disait il faut remettre l'ouvrage sur le métier, et je crois que c'est urgent de le faire. La maire de Paris vient de dire, en gros, qu'elle souhaitait le maintien d'une métropole, où il y aurait d'un côté la métropole, de l'autre côté les communes, et finalement les strates intermédiaires seraient évanescentes, et à un moment ou à un autre à supprimer, en allant même jusqu'à un mode de scrutin qui serait calqué sur le modèle PLM avec des maires d'arrondissement, y compris à l'échelle du Grand Paris. Et je crois que c'est très urgent, au contraire, d'avoir une réforme, et je m'inquiète beaucoup du fait que le sujet ne soit pas d'actualité, parce que nous avons l'année 2019 pour que les élus qui ont participé à tricoter cette complexité administrative la détricotent avant même que nous ayons de nouvelles élections locales et que ça se complexifie à nouveau. Et je crois qu'ici, nous sommes majoritairement des élus franciliens, même si la Corrèze a été le premier EPT du Grand Paris, mais nous avons apporté auprès de nos collègues rapidement cette ambition de réforme. Un mot, Monsieur le Président, pour dire, et Messieurs les Présidents, pour vous interpeller sur ce fait, si nous voulons aller vers des intercommunalités de droit commun, alors nous devons prendre toutes les facettes de l'intercommunalité de droit commun. Ça veut dire la proximité d'abord, et dans une démocratie représentative éculée en ce moment, il faut effectivement choisir des compétences qui parlent aux habitants et une visibilité des territoires pour que les habitants et donc les citoyens et donc les élus s'approprient le territoire. Il faut aller vers la liberté. L'intercommunalité, c'est d'abord le périmètre choisi, les compétences choisies. Si on en revient à l'origine de l'intercommunalité, et on parlait tout à l'heure de construction humaine, c'est d'abord la volonté de travailler ensemble sur un périmètre, sur des compétences. Et puis c'est évidemment une question de moyens, parce qu'aujourd'hui, avec des EPT qui ne sont assis sur aucune ressource dynamique, aucune fiscalité ménage, et à l'heure où la fiscalité locale est en train d'être renouvelée, il faudra de toute façon aller vers un modèle où le financement soit davantage assis sur une assiette large et des bases beaucoup plus saines que ce qu'elles ne sont actuellement. Donc la seule question qui se pose aujourd'hui pour moi, c'est comment est-ce que l'on trouve la coopération souple à l'échelle régionale d'un Grand Paris qui soit attractif et qui soit mis en cohérence avec l'ensemble des politiques communales, parce que sans les communes, il n'y a pas de métropole, sans proximité, il n'y a pas de métropole attractive, et c'est peut-être le grand paradoxe, mais c'est là que tout se joue. Et comment nous remettons la construction intercommunale sur le métier avec un nouveau schéma de coopération intercommunale à l'intérieur du Grand Paris, en second jour d'une réforme urgente des moyens alloués aujourd'hui à l'intercommunalité et donc aux communes. Merci. Monsieur Saint-Martin. Oui, merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, il y a quand même encore une question autour de l'appartenance de telle ou telle commune par rapport à tel ou tel territoire. Je voudrais savoir si, selon vous, ce sujet est totalement clos ou pas. Moi, j'ai la question, par exemple, mais il y en aurait plein d'autres, de la commune de Valenton dans le territoire, dans le T12. Je comprends très bien la volonté à l'origine de la ville de Valenton d'appartenir au T12, ça peut être tout à fait légitime, sauf que quand on fait des réunions de maires dans ma circonscription, on voit que peut-être qu'il y avait des difficultés. T11, pardon, excusez-moi, T11 aujourd'hui, vous voyez, j'en perds mes chiffres, c'est T11 au lieu du T12, qui paraîtrait un peu plus logique. Donc ma question c'est, est-ce que ce redécoupage est totalement clos pour vous, ou est-ce qu'il y a encore des possibilités de repenser ceci? Deuxième sujet, le financement, évidemment. Moi, j'appelle l'ensemble des présidents des EPT à se mettre autour de la table rapidement pour repenser le budget 2020 maintenant, puisque nous sommes arrivés à un équilibre pour 2019
qui a fait un aller-retour avec le Sénat, mais globalement on ne peut pas dire qu'on se soit beaucoup parlé, ni avec vous, ni avec la métropole. Donc moi j'appelle vraiment à se mettre autour de la table dès le mois de janvier ou dès le mois de février pour repenser le budget 2020, parce que le problème va se reposer. Nous n'avons fait qu'une solution temporaire pour un an, et il n'y aura manifestement pas de visibilité sur le schéma institutionnel du Grand Paris avant le prochain budget. Donc mettons-nous autour de la table tout de suite pour essayer de comprendre de manière raisonnable quel équilibre on peut trouver pour 2020. Et puis dernière question, je veux répéter la proposition de réflexion de Christophe Géretti, ville nouvelle ou pas, en tout cas fusion de petites communes. Là aussi je vais vous citer un exemple de ma circonscription. Deux fusions par exemple que je trouverais très pertinentes, qui sont celles de Marolles-en-Brie et de Santeny, et celles de Périgny-sur-Yerres et de Mandres-les-Roses. Ce sont deux exemples que je connais bien. Est-ce que le rôle des EPT pourrait être aussi d'accompagner cette réflexion, voire de pousser à des fusions quand elles sont pertinentes évidemment et quand elles ont des synergies à apporter? Excellente question, monsieur Rupin. Merci, messieurs les présidents. On voit bien dans les débats qu'on a eus récemment toute la problématique de l'application de la loi NOTRe. Et donc d'abord pour vous, évidemment, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne évidemment l'État et la représentation nationale d'un autre côté, puisque nous devons régler ces problèmes-là et vous donner de la visibilité. Et moi je crois qu'il y a pas pire en effet que d'être dans une situation dans laquelle on ne sait pas où on va quand il y a autant d'investissements à faire, il y a autant de problématiques, d'enjeux auxquels répondre. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je peux vous rejoindre sans problème dans ce que vous avez pu proposer. J'ai une question malgré tout qui je pense vous concerne aussi d'une certaine manière, peut-être pas tout de suite au premier plan, mais qui est la question de la relation à la région Île-de-France et aux évolutions que vous, en tant que président de territoire, vous aimeriez voir pour la région, évidemment en lien aussi aux compétences métropolitaines qui sont aujourd'hui exercées par la métropole du Grand Paris. Quelles évolutions vous verriez si on serait sur un schéma de réforme institutionnelle ambitieuse pour le périmètre francilien? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Vous avez une dizaine de questions. Peut-être je vous propose de vous répartir les réponses comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être commencer, et puis mes collègues, évidemment, vont pouvoir ajouter également des éléments. D'abord, revenir sur la remarque de notre collègue Géretti sur la question du droit commun. En fait, nous sommes la fusion d'intercommunalités qui étaient des intercommunalités de droit commun et qui fonctionnaient très bien. Donc nous par souci de simplicité aussi, nous affirmons le fait qu'il y a un statut qui existe dans le droit, qui fonctionne, que nous connaissons, que nous maîtrisons et qui nous paraît tout à fait adapté, quelle que soit la catégorie, parce que communauté d'agglomération, ça fonctionnait très très bien. Et on est quand même dans la zone dense, parce que c'est pour l'instant ce qu'on nous demande d'être. Et ça a le mérite d'avoir que toutes les briques intercommunales, petite couronne et grande couronne, aient le même statut. Ce qui fait que demain, deux solutions pour vous, législateurs, pour faire le Grand Paris. Soit vous dites, c'est le périmètre régional. Et dans ce cas, la question, elle ne se pose plus. Si vous dites, non, il y en a qui ne sont pas prêts dans le 77, etc., dans le 78, ok. Vous, en redonnant le statut de PCI à fiscalité propre au territoire, vous harmonisez le statut de toutes les briques intercommunales de l'Île-de-France. Et donc ensuite, quand Versailles est prêt et volontaire, ils peuvent nous rejoindre. Quand Roissy, ils sont prêts, ils veulent nous rejoindre, ils peuvent. Quand Céris, Euro Disney, ils veulent nous rejoindre, hop, ils peuvent. Quand Saclay veut nous rejoindre, ils en ont la possibilité. Et puis progressivement, je ne sais pas si c'est en 10 ans, en 50 ans, en 100 ans, en 200 ans, mais progressivement, on va pouvoir rejoindre le périmètre régional. Et là, on réatterrit sur nos pieds, et je réponds finalement à la dernière question sur quelle évolution de statut avec la région on propose. Cette solution, elle permet de faire la simplicité et la souplesse. Parce que la question nous a été posée sur les périmètres. Le statut de PCI à fiscalité propre de droit commun règle cette question.
il y a dans les EPCI de droit commun des solutions qui existent pour entrer, pour sortir, avec des règles de majorité qualifiée. Donc appuyons-nous sur ce qui existe, ne cherchons pas à réinventer des choses tout à fait extraordinaires, et même en ce qui concerne la fédération de ces blocs communaux, on a déjà dans la loi des outils qui, musclés pour tenir compte du fait que c'est quand même la métropole Grand Paris dont on parle, peuvent tout à fait servir, y compris dans la loi MAPTAM. Deuxièmement, sur la question des flux financiers, 5%, c'est pas grand-chose. Oui, mais il y a aujourd'hui des particularités qui sont les nôtres. Premièrement, nous n'avons plus de fiscalité propre dans le statut qui nous est conféré. Donc, si c'était 5%, mais qu'on avait des marges de manœuvre par ailleurs, la question ne se poserait pas. Là, la seule marge de manœuvre qui nous reste, c'est de demander aux communes de réalimenter le fonds. Donc ça, c'est pas possible. Ça fait une grosse différence. Si c'était 5% en EPCI à fiscalité propre, on se gérerait, il n'y aurait pas de difficulté. Deuxièmement, quand pour certaines communes, certains blocs communaux, la dotation d'intercommunalité, parce que là vous avez parlé d'une moyenne en fait. On est d'accord. Mais quand pour certaines intercommunalités, ça représente plus de 100% de l'autofinancement, plus de 100%, comment on fait? Parce que la dotation d'intercommunalité, elle allait à qui? C'est finalement la prime aux bons élèves de l'intercommunalité. Et qui s'est mis d'abord ensemble? Les plus pauvres, parce que c'était le seul moyen de faire des économies directes. Et donc finalement, en supprimant la dotation d'intercommunalité, on vient pénaliser les bons élèves, et qui plus est, qui sont les plus pauvres. Donc en fait, on fait la péréquation à l'envers, c'est-à-dire que Paris-Ouest La Défense, je parle de mes amis du même département que moi, Paris-Ouest La Défense et GPSO par exemple, ne perdent pas ou très peu, et les plus pauvres d'entre nous, Clichy-Montfermeil, Bagneux-Malakoff dans mon territoire, Grand Orly, Plenco, Est Ensemble, eux ils perdent entre 5, 6, 13 millions. Donc il y a un souci, c'est un truc qui va pas, voilà. C'est pas du tout, ça va pas dans la bonne direction. Ensuite sur les départements. Bon, nous notre point de vue il est simple. C'est qu'à la fin de l'histoire, je ne sais pas quand est-ce que cette simplification aura lieu, mais à la fin de l'histoire, il n'y aura pas 2 niveaux d'intercommunalité en Ile-de-France. Et donc les départements et les intercommunalités, on ne fait pas le même boulot. On n'a pas le même travail. Nous, notre boulot, tel qu'on le conçoit, c'est d'organiser la solidarité entre nous, de venir réparer les inégalités en amont. Pourquoi il y a des inégalités? Parce que l'urbanisme, il faut le réparer. On a concentré toutes les difficultés d'un côté, on a ghettoisé un certain nombre de nos secteurs. On a besoin de réparer ça. Et l'ANRU, les opérations d'aménagement, la politique de la ville, les offices communaux, intercommunaux maintenant, les PLUI, tout ça c'est nous. Tout ça c'est nous. Donc si, pour une autre raison, vous devez changer l'organisation institutionnelle, toucher au département, toucher à la région, toucher au statut des communes, comme le propose visiblement Madame la maire de Paris, ça c'est un autre sujet. Mais nous, on ne vient pas dire que notre raison d'être, c'est qu'on est meilleur que notre petit frère ou notre grand frère du département. C'est pas Abel et Caïn qui sont l'un contre l'autre. Ça n'est pas une raison de survie de dire qu'on est meilleur que le voisin. Et nous, on ne demande pas à devenir département. Il peut y avoir des départements qui souhaitent devenir EPT. Moi, je trouve quand même qu'il y a un certain paradoxe de dire les EPT, c'est nul, mais on voudrait bien devenir EPT. J'ai pas tout, sans doute pas tout compris. Mais ce que je pense vraiment, c'est qu'on n'a pas le même boulot. Et moi, je le vois bien parce que je suis à la fois au département et président de territoire. Donc, je ne cherche pas à opposer l'un à l'autre. Au contraire, je pense qu'en fait, on partage la même vision. Le fait qu'à 131, cette immense bidule qui a été créée ne fonctionne pas et est une coquille vide en réalité. Quelques dizaines de millions d'euros de budget d'un côté, 1,6 milliard de l'autre. On n'est quand même pas du tout à la même échelle. Les agents, 6400 agents chez nous, 50 aujourd'hui, 70 demain à la métropole. Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va rayonner dans le monde avec la métropole la plus petite
la moins dotée de moyens, la moins dotée de compétences, la moins légitime politiquement. Alors qu'on a déjà des outils intercommunaux qui existent, qui sont de proximité. Alors c'est étrange d'entendre dire toute la journée, on veut se baser sur les maires, on veut faire la proximité, on veut entendre les gens, on veut être au concret sur le terrain, et de dire, bah non, finalement, il faudrait prendre tout ça et le centraliser dans un truc qui n'a pas de réalité, qui n'a pas d'existence. Ensuite, les communes nouvelles. Je fais remarquer qu'il y a des communes qui ont souhaité fusionner ensemble et à qui on a dit non. Boulogne et Issy-les-Moulineaux, par exemple. Donc, si simplement l'État décide de laisser s'appliquer la possibilité donnée par la loi de fusionner des communes, je dirais qu'il n'y a pas besoin de rajouter des dispositifs juridiques. Drastique ou à petits pas. C'est pas moi qui ai annoncé la simplification drastique, c'est le président de la République. Nous, on pense qu'il est possible de faire la métropole progressive en mettant le statut de PCI à fiscalité propre, et ensuite on décide pas à pas de faire rentrer les autres briques de grande couronne, et on s'appuie sur ce qui marche, c'est-à-dire les blocs communaux, les intercommunalités de proximité. Et puis, simplement peut-être pour terminer, je laisserai mes collègues poursuivre peut-être sur les autres réponses. Moi, il y en a encore plein, il y a la mobilité. Moi, si vous voulez, je continue, il n'y a pas de problème. Simplement, sur le côté centralisateur aux proximités. Il y a un truc simple qui devrait vous sauter aux yeux. C'est que le simple fait que la ville de Paris demande une organisation centralisée et concentrée, et que nous, on demande le polycentrique, ça vous montre le débat. Voilà. Ça vous montre où se place le débat. Et moi, je constate que même au sein de la ville de Paris, il commence quand même à y avoir des gens qui disent on ne peut pas avoir la prétention de tout centraliser et d'imposer tout à nos voisins. Et peut-être qu'il faut une organisation davantage déconcentrée. Voilà. Je laisse la parole à mes collègues pour poursuivre, notamment sur la mobilité. Simplement peut-être en disant que sur la... Ouais, allez, vas-y. Je reviens. Merci Jean-Didier. Sur la mobilité, justement, puisque tu m'y engages, moi je reste persuadé que les transports est une compétence à organiser au niveau régional, et que les territoires pourraient être des AOT de second rang, permettant effectivement une organisation plus fine à l'échelle de territoires qui ont un sens. Deux, trois remarques ou réponses à des questions et une réflexion suite à ce que tu nous as divulgué sur l'audition de Madame Hidalgo et l'éventualité d'arrondissement au-delà des 20 qui existe déjà. Je voudrais simplement vous lire deux petites phrases d'un bouquin de Nicolas Gilsoul et d'Éric Orsena, Désir de ville, qui vient d'être sorti il n'y a pas très longtemps, et qui parle de Montfermeil et des Clichy-sous-Bois. Plus que jamais, visitant ces deux villes, ma conviction profonde est qu'une ville est une entreprise quotidienne de tissage, surtout s'il s'agit de villes blessées. Seules les équipes municipales, incarnées par le maire, peuvent mener cette mission. Comment imaginer que des métropoles lointaines et bureaucratiques pourront les remplacer ? Les villes ne sont pas des arrondissements et leur premier élu n'est pas un chef de bureau. Je pense qu'on a intérêt à méditer sur cette réflexion d'Éric Orsena. Deux autres remarques. Je pense qu'il y a des décisions à court terme, et je pense que la question financière est une décision à court terme. Et puis il y a des décisions à moyen, long terme, notamment par rapport au périmètre des territoires. Et là, je pense qu'au-delà de 2020, après les élections municipales, je ne pense pas qu'on réglera ça avant, ce serait une hérésie, il faudra mettre sur la table cette question des périmètres qui a été évoquée. Parce que, Valenton, prendre cet exemple, ou d'autres, il y a peut-être des choses à remodifier, et puis y compris au niveau des territoires, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire au niveau des territoires, avec plus de coopération, voire même, si à un moment, des fusions de territoires peuvent se faire. Ça aussi, c'est des choses qu'on doit pouvoir imaginer. Une chose est sûre, enfin, à mes yeux,
c'est qu'on a aussi intérêt à réfléchir sur ce qui se passe au niveau international. Toronto, qui était une ville très centralisée, est en train, a opéré la décentralisation. Rome est en train d'opérer une décentralisation parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est plus possible de gérer la ville de cette façon-là. Et la ville de Mexico est en train de faire la même opération parce qu'ils considèrent que ce n'est plus possible. On n'est pas vraiment à la même échelle, encore que, parce qu'entre 13 et 7 millions. Hein. Donc je crois il faut véritablement qu'on parte du principe que cette démocratie qu'on souhaite, vivante, à la fois représentative et participative, elle ne peut se faire qu'à partir du bas et dans une vision ascendante. Et c'est comme ça que l'on construira une métropole. Et à mes yeux, on a peut-être, je terminerai par là, on pourrait avoir une sacrée ambition avec cette métropole du Grand Paris. C'est de construire la première métropole qui soit inclusive et non ségrégative. Aujourd'hui, toutes les métropoles qui existent et celles qui se construisent sont sur la base de l'exclusion et de la ségrégation. Il n'y en a pas une seule. Je suis membre du bureau de Cités et Gouvernements Locaux Unis. Je participe beaucoup. Je co-préside une commission à l'intérieur de cette organisation de villes internationales. J'ai pas mal bourlingué dans la dernière période pour préparer Habitat 3 qui s'est tenu à Quito il y a 2 ans. Et on aurait l'occasion là de faire la démonstration qu'on peut faire métropole autrement. Voilà. Et c'est peut-être immodeste de dire qu'on peut montrer qu'on peut faire métropole autrement, mais je pense qu'on y aurait tout intérêt par rapport au devenir de cette planète. Merci beaucoup. Prendre avant peut-être sur les périmètres de PT aussi. Enfin, voilà, oui, je vais être bref parce que ça marchait pourtant. Oui, ça marche toujours. Très brièvement, puisque vous avez évoqué Valenton et la question du périmètre. Je l'ai dit tout à l'heure, un périmètre, ça peut se bouger. Après, il faut regarder la réalité qu'est-ce qu'on veut faire avec la construction métropolitaine. Est-ce qu'on veut faire de l'opposition permanente, c'est-à-dire être opposé en permanence aux maires, aux élus locaux, aux populations, ou est-ce qu'on veut construire avec elles? C'est-à-dire créer une complicité positive, quelle que soit la diversité. Vous le voyez ici, on est en complicité positive, et pourtant on n'a pas la même étiquette politique. Parce qu'on travaille d'abord à être en écho de ce que disent nos populations et de ce que disent nos maires dans le territoire. Et moi je crois qu'il faut entendre, quand la maire d'une ville, qui est une petite ville, Valenton certes, souhaite adhérer à un territoire. Je vous le dis au passage comme ça, c'est que la maire de Valenton à l'époque, comme la maire de Villeneuve-Saint-Georges, souhaitait adhérer à la communauté d'agglomération Sénamont, qui est un des éléments constitutifs du territoire. C'est pas nous qui avons perturbé le jeu en amenant un morceau de l'Essonne, même si j'ai dit tout à l'heure, et je ne veux pas répéter sur ce que j'ai dit, sur le fait qu'il y a des réalités politiques, économiques, sociales, qui sont incontournables. Cela étant, pour faire court, mais vous avez, concernant la question de l'évolution, vous avez, il y a une clause de revoyure avec l'article 59 de la loi NOTRe, comment collectivement on la met en œuvre et comment on se met autour de la table. Cette présentation la présentation de ce matin, et vraiment merci de nous accueillir, c'est peut-être la porte ouverte à ce débat de revoyure pour qu'on travaille ensemble à vraiment, et quand je dis ensemble, c'est nous les territoires, les maires, mais les maires en écoutant en profondeur leurs réalités et leurs problématiques, les départements, la région qui a un rôle capital à jouer sur nombre de sujets, et puis la métropole telle qu'elle est et telle qu'aujourd'hui elle montre ses limites. Moi je ne vais pas critiquer l'engagement du président de la métropole et de ceux qui sont autour de lui et qui font. J'en fais partie. Par contre, on voit bien qu'il y a une difficulté à être la chambre d'écho de la réalité, parce qu'il y a tellement de problèmes à l'échelle de notre métropole. Deuxième chose très rapide. Oui, non, mais voilà. Et quand vous aurez la maire de Valenton autour de la table, elle pourra aussi vous dire son sentiment et son pourquoi de ce travail. C'est hyper important de considérer qu'on doit écouter les élus sur le terrain.
quand on crée une conférence des maires et quand on crée une coopérative de ville, c'est d'abord, en tout cas moi en tant que président de territoire, et je sais que c'est partagé ici, c'est comment on crée les conditions pour écouter les élus et non pas être en contrainte. Je n'ai jamais fait voter une décision au conseil de territoire qui soit à l'encontre d'une décision municipale. C'est pas toujours vrai quand ça nous vient d'ailleurs. Voilà. Deux mots sur la question de la mobilité. Sur la question on va avoir un choc. Moi, mon territoire est particulièrement concerné avec l'arrivée du Grand Paris, avec l'arrivée d'un TZN, avec l'arrivée d'un tramway, avec les questions qui se posent sur des lignes de SNCF qui sont dans très grandes difficultés. Ce choc-là, comment on fait pour le gérer ? Est-ce qu'on le gère d'en haut avec des décisions ? On a écrit l'histoire comme ça. Nos aînés ont écrit l'histoire comme ça. Mais ce n'est pas leur faire injure que de considérer qu'il y a eu des erreurs de fait sur les lignes, sur les parcours, etc. Posons-nous la question, pourquoi vous avez des tramways qui s'arrêtent à un endroit et puis qui ne continuent pas alors que la population, elle est à 2 km, pendant 2 km, elle est encore là. Voilà. Je crois qu'il faut que ce choc-là soit géré par une appréciation, une participation, voilà. J'ouvre au passage sur la question notamment des mobilités. Les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne travaillent depuis des décennies ensemble. Heureusement qu'ils ont été là pour apporter et alimenter le débat. Merci beaucoup. Nous prenons cette proposition de continuer le dialogue, évidemment. Monsieur Martin, peut-être, vous avez été martyrisé tout à l'heure, vous étiez le dernier. Je vous propose d'être le dernier et de conclure. Donc voilà. Alors là, quel travail. Non, je voudrais reprendre un peu ce qui vient d'être dit à propos de Valenton. Au moment de la création de la métropole et des territoires, nous étions à l'Est dans une association des communes de l'Est parisien qui était à cheval sur le Val-de-Marne et sur la Seine-Saint-Denis. Nous travaillions ensemble, on avait avancé pas mal sur l'aspect logement, etc. Et la loi, et je dirais même la politique, nous a coupés en deux. C'est-à-dire qu'il y a eu le T10 et le T9. Nous étions déjà dans une logique métropolitaine, je dirais à la limite, sans vouloir l'affirmer. On travaillait ensemble parce qu'il n'y avait rien de plus commun entre Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand, et puis Nogent, et Fontenay-sous-Bois, Vincennes, etc. Si nous demandons le droit commun, c'est pour peut-être un jour, à l'initiative, dans le cadre de ce droit commun, de recoudre un peu ces relations qui demeurent encore aujourd'hui. Quand vous voyez par exemple qu'on a créé une SPL entre Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Brie-sur-Marne, on était à cheval sur les deux départements. Mais qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'il y avait une logique territoriale et des logiques au niveau des habitants qui se déplaçaient en mobilité de part et d'autre de ces lignes-là qu'on a voulu plaquer sur la métropole. Donc moi je dis, il n'est pas impossible que demain, dans le cadre de la loi qui existe, on fasse valoir un certain nombre de petites recoutures de ce qui était pas forcément logique, mais qui, à la limite, n'a pas posé de trop gros problèmes parce qu'on l'a compensé par nos relations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais apporter, c'est pour les mobilités et les flux. La métropole ne sera une véritable métropole que si on tient compte d'abord des flux. C'est la métropole des flux qu'il faut avoir en tête et rien d'autre. Les mobilités, c'est important pour nous. Mais c'est important pour nous, peut-être plus que pour Paris, en grande couronne, en petite couronne. Pourquoi ? Parce que manifestement, nous créons des centralités. Et ces centralités au titre du polycentrisme peut être quelque chose d'intéressant pour justement ne pas reproduire les erreurs des autres métropoles dans le monde qui, par cercle concentrique, ont créé des densités qui sont ingérables actuellement. Et je fais partie de ceux qui ont été non seulement les militants, mais les acteurs d'Orbival. On a créé entre les communistes, il faut le dire, et la droite, oui, c'est encore possible. C'est encore possible. Orbival, des 47 communes du Val-de-Marne étaient adhérentes, des communes de Seine-Saint-Denis, la ville de Paris était aussi dans le coup. Donc, on a
fait apparaître qu'à 7-8 km du périphérique, il y avait peut-être la possibilité de créer une colonne vertébrale qui permettra aux gens de banlieue de ne pas être obligés de passer par Paris pour aller d'un endroit à l'autre. Et la Société du Grand Paris, avec tous les problèmes que cela a posé et posera encore, mais on sait pourquoi. Le problème, c'est qu'on sait pourquoi et on ne fait pas ce qu'il faut pour supprimer le on sait pourquoi au plan du financement. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que la centralité, elle est maintenant partagée entre Paris et la Grande Couronne, dont on parle, et les déplacements seront un des éléments structurants du dynamisme de la métropole du Grand Paris, mais surtout des territoires. Et je suis tout à fait en phase avec ce que disait sur ces problèmes de mobilité Patrick tout à l'heure. Nous devons partager cette compétence avec la région. Le dernier point que je voulais dire aussi, c'est que quand même, mettons les choses au clair. Nous, nos personnels, nous ne sommes pas allés les embaucher. Ce ne sont pas des nouveaux postes. Ceux qui travaillent dans les territoires, ils sont issus de nos communes. On n'a pas fait des créations d'emplois qui sont démentes et qui coûtent. Et la métropole aujourd'hui, elle a créé ces postes-là. Et ces postes-là coûtent. Nous, les nôtres, ils ne coûtaient pas parce qu'on les a déplacés. Ils ont failli nous coûter plus cher en nous prenant des recettes qui étaient destinées à garder les potentialités de nos personnels. Et le dernier point, c'est qu'en fait, derrière tout cela, il faut retenir deux choses. Nous avons besoin qu'on nous stabilise et qu'on nous pérennise en matière de financement. Et nous avons besoin aussi d'être stabilisés au niveau de l'élection. C'est les deux sujets qui sont les plus urgents dans la loi NOTRe. Alors qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible, puisque Michel Leprêtre a dit que dans la loi NOTRe, il y a un dispositif qui permet de corriger les erreurs ou les non-précisions de la loi NOTRe. Donc nous ne demandons rien d'autre que cela. On n'a rien contre les départements, on n'a rien contre la région, on n'a pas de velléité quelconque, on demande simplement de nous laisser démontrer qu'il est possible en France de créer un modèle nouveau en matière de métropole. Merci. Et puis la dernière chose... Ça fait 3 fois que vous dites. Hein. Alors la troisième Oui, on le fait tous, hein, c'est pour ça que la nous échappe pas. Non, c'est simplement, en dehors de mon propos principal, la troisième dernière chose, c'est de vous dire quand même que dans les autres grandes capitales mondiales, on ne se gargarise pas trop sur la métropole. Est-ce que New York a une métropole ? Est-ce que les grandes capitales qui se disent des métropoles ont une structuration administrative aussi pesante que celle que nous voulons mettre en place ? Arrêtons de vouloir toujours lutter contre cette décentralisation qui est encore un plus, encore aujourd'hui, pour la dynamique des territoires. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Merci pour la franchise de vos propos, c'est très clair. Et je vous confirme que les auditions se suivent, mais ne se ressemblent pas. À bientôt.